Bonjour à tous, je me suis dit que j'allais vous refaire une petite vidéo YouTube parce qu'on dirait que vous avez bien aimé celle que je vous avais fait la dernière fois sur entreprendre avec le tarot. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler du gros pavé dans la mare du monde du tarot que je suis extrêmement fière de pouvoir lancer aujourd'hui. Bon, vous avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, je vous en ai parlé un petit peu déjà, je vous ai dévoilé le grand secret que je teasais un petit peu depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'il m'occupe ce truc-là, mine de rien. C'est ce roman-là, Les Maîtres des Arcanes, de Charles Williams, qui est un roman que j'ai traduit de l'anglais. Le titre original, c'est The Greater Trumps. Un roman qui est plus qu'important dans le domaine du tarot. Donc je voudrais vous dire déjà quelques mots sur ce que c'est que ce livre-là, comment ça se fait que vous en ayez peut-être pas entendu parler jusqu'ici, et pourquoi c'est super important, quoi. Ok, alors vous allez me dire, Charles Williams, ça ne me dit absolument rien. Alors je vais vous remettre un tout petit peu le contexte, et là normalement vous allez avoir le petit œil qui va s'allumer. Charles Williams, c'est qui? Alors, normalement, vous connaissez Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ça vous dit un petit peu quelque chose, donc vous voyez un style. Il y a des chances que vous connaissiez aussi les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Eh ben, il faut savoir que Tolkien et Lewis, etc., ils étaient dans un groupe de collègues et d'amis qui s'appelait les Inklings à l'université d'Oxford dans les années 30. Et, et le troisième des Inklings, en fait, celui qu'on a oublié parce qu'on dit toujours ah là là Tolkien, ah là là Lewis, et ben le troisième c'était Charles Williams. Donc, si vous voulez, je vous montre là, on voit les images. Voilà Tolkien du Seigneur des Anneaux, voilà Lewis de Narnia, et voilà Charles Williams. Donc, le troisième Inklings, c'est celui qu'on a moins retenu. Donc, voilà, là je vous ai donné un contexte et si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux et compagnie, vous avez un petit peu une idée de style parce que Williams aussi fait du fantastique. Il fait pas de la fantasy, mais il fait du fantastique. Donc le fantastique, c'est il y a un objet magique qui arrive dans le monde normal et ça crée des disruptions, ça crée des péripéties. Voilà. Et donc ce sont des gens qui travaillaient ensemble. Donc ils étaient collègues parce qu'ils étaient profs à l'université, mais ils étaient amis aussi, ils se lisaient leurs romans les uns aux autres. Et puis d'ailleurs, un petit point de détail qui est assez amusant, c'est qu'il y a un des livres de Williams, donc c'est souvent des romans fantastiques avec des objets magiques, hein. Et, donc il y en a un où il y a un objet magique, la pierre de Salomon, quoi, qui apparaît dans le monde et qui est vraiment trop puissant. Donc ça crée des problèmes vraiment graves. Et le personnage principal, à un moment, un des personnages principaux, il a l'idée de se débarrasser de cet objet dangereux en le lançant du haut d'un volcan. Et donc Williams, il écrit ça quand même 7 ans avant Le Seigneur des Anneaux quand même. Et c'est absolument certain que Tolkien savait ce que Williams écrivait parce qu'ils se lisaient leurs romans les uns aux autres, hein. Donc c'est des histoires d'influence comme ça, c'est assez rigolo. Et Williams, c'est aussi un écrivain très précurseur parce que dans ses autres romans, par exemple, il travaille sur des histoires de boucles temporelles. Et la boucle temporelle, c'est quelque chose qui apparaît pas vraiment avant les années 60, quoi. Donc c'est un écrivain qui est très très intéressant pour ça. C'est un grand écrivain du fantastique, voilà. Ok, et donc parlons un petit peu de ce roman-là. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est le seul roman qui parle de tarot. C'est le seul. Alors, qui parle de tarot, je veux dire, dont le tarot soit le cœur. Parce que ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la chronique que j'avais fait sur le podcast du magicien, j'avais fait 2 grands épisodes qui s'appelaient Le tarot en littérature, et l'idée c'était de vous faire un petit tour d'horizon sur un petit peu les apparitions du tarot, l'influence du tarot dans la littérature, que ce soit la littérature ancienne ou contemporaine. Et la conclusion de ce truc-là, c'était que en littérature, le tarot n'apparaît que dans les marges, c'est-à-dire il va venir dans des romans en général de genre dit mineur, il va venir comme une illustration, il va venir comme un truc un peu sordide, c'est assez rare qu'il apparaisse un peu comme élément structurant, un peu comme dans Midnight Alley, je crois. Mais à ce moment-là, c'est toujours en sous-main, il est jamais le sujet, quoi, parce que c'est un outil qui est un peu trop à la marge pour
pour être vraiment le sujet principal. Sauf là-dedans. C'est le seul roman dont le tarot soit le sujet. Il n'y en a pas d'autres. En fait, il y a 2 textes classiques en littérature. Il n'y a que 2 textes en littérature qui travaillent sur le tarot. Il y a ça et il y a le Château des Destins Croisés d'Italo Calvino. Celui-là, vous en avez sûrement entendu parler parce que celui-là, il est traduit en français. Le Château des Destins Croisés d'Italo Calvino, c'est des matrices narratives, c'est de la littérature expérimentale. Hein, c'est l'Oulipo. L'Oulipo, c'est les années 60. Et la littérature expérimentale, c'est quasiment illisible. Hein, c'est vraiment... c'est la démonstration qu'on peut faire des croisements dans des narrations par image. Donc c'est pas une lecture de plage. Donc c'est pas un roman, c'est une démonstration technique. Donc c'est pas quelque chose qu'on lit pour le plaisir. Ça c'est un roman et ça se lit pour le plaisir. Donc c'est le seul, il n'y en a pas d'autres. Donc si vous vous intéressez au tarot et que vous aimez la littérature fantastique, c'est vraiment incontournable. C'est un truc de malade, quoi. Et alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler? Alors on n'en a jamais entendu parler pour 2 raisons. D'abord, Charles Williams, pourquoi est-ce qu'on l'a oublié alors que Tolkien et compagnie, on s'en souvient bien? En gros, moi j'ai envie de dire, en gros parce qu'il a raté sa mort. Et ça c'est vraiment dommage, quoi. Qu'est-ce que je veux dire par il a raté sa mort? Williams est mort 2 semaines après l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Et donc normalement, quand un grand écrivain meurt, la presse fait des revues, fait des rétrospectives. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça le ramène à la conscience du public et en plus, ça crée des rééditions de ses œuvres. Et donc là, je peux vous dire que 2 semaines après l'armistice, ils avaient autre chose à publier que des rétrospectives sur un éditeur, sur un auteur, enfin il a été éditeur aussi, mais sur un auteur un peu fantastico-ésotérique, quoi. Donc, passé à la trappe. Ensuite, il avait un exécuteur testamentaire qui était censé s'occuper justement des rééditions de ses livres, et c'était quelqu'un qui était absolument nul en communication, donc aucune publicité, aucune com, donc les choses ne marchaient pas. Et la 3e raison, c'est que comme il avait plus ou moins trompé sa femme, elle, quand il est mort, elle a interdit qu'on republie ses papiers personnels, parce qu'elle n'avait pas envie, ce qui se comprend d'ailleurs, que leurs problèmes de couple soient amenés au public, quoi. Et donc, comme elle a interdit la publication de ses papiers, ça a vraiment mis l'omerta sur tout le travail qu'il avait fait. Et donc, il a sombré dans l'oubli d'un coup, ce qui est quand même super dommage, parce que là, on est sur un grand écrivain, vraiment, vraiment. Vraiment du niveau de Tolkien, vraiment du niveau de Lewis, et même avec une petite facette en plus dont je vous parlerai peut-être après. Voilà. Et 3e raison, alors si vous êtes bilingue ou anglophone, vous avez entendu parler peut-être de ce livre, hein, The Great Trance, parce que quand on s'intéresse vraiment au tarot ou quand on s'intéresse vraiment à aller voir ce qu'il y a derrière les écrivains fantastiques comme Tim Powers, on finit par tomber dessus. Hein. Mais si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, vous n'en avez pas entendu parler parce qu'il n'était pas traduit. Il n'a jamais été traduit depuis 1932 quand même. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été traduit? D'abord, pourquoi est-ce qu'il parle de tarot, Charles Williams? En fait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais aussi une grande caractéristique de Williams, c'est que c'est un initié. Il a été initié à la Golden Dawn par Arthur Waite lui-même, quand même. Arthur Waite, du tarot, Rider-Waite, quand même. Donc, si vous cherchez un lien entre le tarot Rider-Waite et le Seigneur des Anneaux, c'est Williams, hein, parce qu'il est copain avec les 2. Donc ça, c'est important. Donc c'est un grand initié, il a monté tous les échelons de la Golden Dawn, etc. Donc c'est sérieux. Ce qui fait que dans ce roman-là, qui est un roman fantastique, il y a une couche d'ésotérisme qui est basée sur un savoir réel. Donc c'est pas comme Harry Potter où on invente des choses qui peuvent être inspirées du folklore. Là, on n'invente rien, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. On est sur un roman fantastique. L'histoire, c'est un petit fonctionnaire un peu bête et borné, complètement terre à terre. Un jour, il reçoit un héritage d'un de ses amis qui est décédé. Et cet héritage, c'est une collection de jeux de cartes anciens. Et parmi cette collection de jeux de cartes anciens, il y en a un, c'est le tarot originel. C'est le seul, c'est le vrai. Le vrai tarot. Vous savez, ce truc fantasmatique que tout le monde est en train de chercher en disant c'est quoi le vrai tarot de Marseille? Donc c'est celui-là. Et ce vrai tarot,
en fait, il a des pouvoirs magiques. Il est connecté aux énergies du monde, d'une façon un peu mystérieuse, il peut prédire les événements, il peut aussi les causer. Et le petit fonctionnaire, il comprend rien à ça, il dit « Oh, c'est quoi ce jeu un peu bizarre ?» Mais son beau-fils, qui est issu d'une longue lignée d'initiés, lui, il le reconnaît. Il reconnaît le vrai tarot et donc il sera prêt à tout pour s'en emparer, quitte à déchaîner des puissances hors de son contrôle. Donc c'est ça le pitch du livre. Donc c'est une aventure fantastique, hein, avec un objet magique, avec des péripéties, avec des effets spéciaux, donc ça se lit très bien. Et en même temps, comme c'est écrit par un initié, c'est extrêmement intéressant au niveau donc, du savoir initiatique. Ça veut dire quoi? Au niveau des différents niveaux de conscience, au niveau de la question de l'éveil de la conscience. Parce que c'est une narration qui est très intéressante, ça passe d'un personnage à un autre. Ce qui fait que, comme on passe du point de vue d'un personnage à l'autre, on en fait l'expérience interne, hein, un peu comme si on était dans leur tête. Et l'intérêt de passer d'un personnage à l'autre, c'est que ça nous fait faire l'expérience des différents niveaux de conscience qu'ils peuvent avoir. Donc il y a le fonctionnaire qui est très... qui n'a pas d'imagination, donc il est très normal. Il se dit, c'est quoi ce truc-là, ça va pas plus loin. Il y a d'autres personnages qui sont plus initiés que lui. Et il y a une personne qui est quasiment éveillée. Et donc on va passer d'un niveau de conscience à l'autre, on va en faire l'expérience nous-mêmes personnellement. Donc nous personnellement en tant que lecteurs, ça va nous faire avancer sur le chemin de l'éveil, mine de rien, puisque c'est écrit par un initié. Donc c'est quand même assez incroyable comme livre, parce qu'on croit qu'on est en train de lire des aventures fantastiques à la Harry Potter, à la Seigneur des Anneaux, etc. Donc c'est hyper agréable, on passe un bon moment, et en même temps ça nous élève. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas un livre qui est facile à publier. Moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire publier. Pourquoi? Parce que comme c'est de la grande littérature, hein, ça va pas chez les éditeurs d'ésotérisme avec lesquels j'ai l'habitude de travailler parce que ils font pas de la littérature, ils font de l'ésotérisme. Comme c'est de la littérature initiatique, on va dire, comme c'est du tarot, ça rentre pas non plus chez les éditeurs qui font de la littérature. Parce qu'ils me disent « Ah, ça a l'air très bien, mais nous on fait pas de tarot, va donc chez tes éditeurs d'ésotérisme. » Et puis mes éditeurs d'ésotérisme, ils font « Bah ouais, ça a l'air génial, mais on fait pas de littérature. » Donc c'était compliqué. Bref, donc au bout d'un an et demi, j'arrive quand même à trouver, je pense, le meilleur éditeur pour ça, Terre de Brume, qui est un éditeur extraordinaire. Déjà qui fait des livres magnifiques, hein, oui, la qualité elle est juste incroyable, c'est un bonheur absolu d'avoir ça en main. Ça change énormément de choses, hein, la qualité du livre. Vous voyez, c'est un grand livre, de très très belle facture et avec une très belle mise en page. Donc ça c'est très bien. Il a une superbe collection qui s'appelle Les Terres Fantastiques. Donc les Terres Fantastiques, c'est une collection qui rassemble des écrivains un peu précurseurs, un peu occultistes, comme Charles Williams. Donc ça tombe parfaitement bien, il est exactement à la bonne place. Donc je suis ravie, je suis absolument ravie. Voilà. Et la dernière raison pour laquelle ça n'avait pas été traduit jusqu'ici, alors que c'est quand même un livre de 1932, c'est que c'est un projet quasiment impossible. Je vais vous dire pourquoi. Alors, pas totalement impossible parce que vous voyez c'est fait là. Mais pourquoi il n'y a que moi qui l'a fait? Parce que, alors, normalement, moi je suis arrivée chez l'éditeur avec mon projet terminé, quoi. Donc j'avais fait le boulot, je l'avais fait relire par un professionnel parce qu'on ne peut pas faire une traduction littéraire tout seul. Il faut absolument qu'elle soit relue. Donc il faut qu'il y ait deux professionnels qui travaillent ensemble parce qu'un seul on a le nez dans le guidon, donc faut qu'il y ait une deuxième vision, quoi. Donc j'avais payé le mec pour faire la relecture, donc j'arrive avec un projet qui est terminé qui est payé. Donc j'arrive, je donne ça sur un plateau, quoi. Ça normalement ça se fait pas. Normalement ce qui se fait c'est que un éditeur décide qu'il va traduire un truc. Et donc, il paye le traducteur pour le faire. Il paye un traducteur professionnel pour le faire. Pourquoi ça n'aurait pas marché pour ce livre-là? C'est un texte extrêmement difficile à traduire. Pas à comprendre, mais à traduire. Pourquoi? Parce que c'est de la très grande littérature, donc c'est un style qui est très poétique, qui est tout en nuances, qui est tout en couches. Et donc, pour traduire ça bien, on ne peut pas du tout faire ça au kilomètre ou avec ChatGPT, quoi. Pour traduire ça bien, il faut vraiment y mettre le temps. Donc même si on comprend parfaitement le texte quand on le lit, le traduire c'est autre chose. Il y a des phrases qui sont coupées même, donc
Donc pour recréer une grammaire qui fasse sens dans une langue qui ne pense pas pareil, c'est donc extrêmement difficile à traduire parce qu'il est poétique. Ensuite, c'est un texte avec plein d'allusions. Donc plein d'allusions à la littérature anglaise, à la Bible. Donc je vous ai mis des notes de bas de page pour que ces allusions-là soient accessibles à tout le monde. Mais il fallait les choper, les allusions. C'est un texte avec des allusions littéraires, mais aussi avec, évidemment, des allusions ésotériques. Donc si le traducteur n'est pas professionnel de l'ésotérisme, eh ben, il ne peut pas traduire ces passages-là avec des termes corrects. Si vous n'avez pas un traducteur spécialiste du tarot, ça ne marche pas. Voilà. Parce que qui va savoir en traduction littéraire normale que le tarot au XIVe siècle s'appelle les triomphes pour écrire triomphe? C'est pas possible en fait. Donc un texte qui est beaucoup trop long, qui demande beaucoup trop de travail, enfin c'est pas qu'il est trop long, il fait 260 pages le roman, mais il est trop dense pour que le projet soit rentable. Voilà, un traducteur professionnel, il ne peut pas se permettre de faire ça. Il est trop spécialisé pour qu'un traducteur normal fasse ça. Donc il n'y avait que quelqu'un qui fasse du tarot et qui s'y connaisse en littérature anglaise qui puisse faire ça. Et aussi, si on n'est pas super passionné, on ne le fait pas ça, parce que là c'est anti-rentable. Donc là j'en suis à moins 500 € pour 6 mois de travail. Un traducteur ça touche beaucoup moins qu'un auteur. Donc sur les 19 € là, moi je vais toucher 5% du prix. 5% de 19 € ça fait 95 centimes, auquel il faut enlever les charges sociales et les impôts. Donc ça fait pas beaucoup. Donc c'est vraiment un travail de passionné. Commercialement ça fait pas sens. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas eu entre les mains jusqu'ici, parce que personne ne voulait le faire. Voilà. Seulement, pourquoi moi je me suis tapé ce travail-là, parce que je trouve que c'est hyper injuste qu'un roman qui nous apporte tellement ait été occulté, qu'il ait été oublié. Voilà. Je trouve que c'est hyper injuste, que Charles Williams, qui a écrit d'autres livres, qui a écrit des très très belles choses, je trouve que c'est absolument injuste qu'il ait été complètement oublié, alors que ses copains Tolkien et Lewis devenaient célèbres, alors que c'est le même niveau d'intelligence, c'est le même niveau de qualité. Donc je trouvais ça triste, quoi. Voilà, donc j'ai fait le travail vraiment pour le faire renaître, parce que c'est un chef-d'œuvre et c'est un chef-d'œuvre oublié. Donc j'ai fait le travail parce que j'avais envie de le ressusciter, parce que ça me paraissait trop injuste qu'on ait cette perle-là pas accessible, à part vraiment les grands passionnés qui parlent anglais, quoi. Et je voulais vraiment le faire revenir en librairie. Alors ce qui est un peu difficile, c'est que ça c'est un éditeur indépendant, Terre de Brume. Donc c'est un très très bon éditeur qui fait un travail magnifique, mais c'est pas un éditeur qui est commercialisé comme Albin Michel. Donc on n'a pas des représentants qui vont aller attaquer les libraires toutes les 5 minutes pour placer les produits, pas du tout. On est sur un peu comme la raison pour laquelle moi j'ai fait le projet, on est sur un éditeur passionné mais qui n'a pas une force commerciale. Donc pour faire revivre ce chef-d'œuvre, pour faire renaître un peu Charles Williams, moi j'ai fait ma part du travail. J'ai fait la traduction, j'ai fait une préface pour expliquer aussi l'ésotérisme de Williams, pour expliquer les tirages qu'il y a dans le livre, parce que il y a plusieurs tirages à plusieurs niveaux de lecture, donc pour expliciter vraiment toutes les allusions. Donc j'ai fait ce boulot-là, ça m'a pris un certain temps. C'était un travail passionnant, mais ça m'a pris un certain niveau d'énergie, quoi. Maintenant, ce qui va être important pour faire à nouveau connaître cet auteur-là, ça va être le bouche à oreille. Pardon, ça va être le bouche à oreille. Ça va pas être la force de commercialisation, il n'y aura pas des affiches dans le métro, quoi. Donc si c'est le bouche à oreille, ça va être à vous aussi d'en parler autour de vous, ça va être à vous aussi de partager ce que ça vous a apporté personnellement, de faire l'expérience de lire ce livre, de rentrer dans ces aventures-là fantastiques et initiatiques. Ça va vraiment être à vous de faire cette partie-là du travail. Donc si vous voulez mettre la main sur ce roman-là, là je vous enregistre ça 2 semaines avant la sortie officielle, mais c'est pas grave, même maintenant, si vous allez maintenant
sur le site de l'éditeur pour le commander, ben en fait il va vous l'envoyer tout de suite, indépendamment de la sortie. Donc vous pouvez l'avoir maintenant, donc ça c'est pas mal. Vous le trouverez sur Amazon évidemment parce que tout le monde est sur Amazon. Si vous l'achetez chez l'éditeur, vous pourrez quand même mettre un commentaire sur Amazon parce qu'on peut commenter sur Amazon sans avoir acheté chez eux, ce qui est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà. N'hésitez pas non plus à en parler à votre libraire parce que comme cet éditeur-là a un diffuseur que tous les libraires connaissent pas forcément, ça vaut le coup de leur dire que ça existe, que c'est le seul roman fantastique. Enfin, c'est pas. Non, c'est le seul roman, point. C'est le seul roman qui parle de tarot. C'est le seul livre fantastique un petit peu initiatique qui va intéresser les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme au tarot. C'est le copain de Tolkien et de Lewis. Donc il est presque célèbre comme eux. C'est juste qu'on a oublié son nom. Voilà. Ça vaut le coup d'en parler à votre libraire pour justement participer au fait de. J'ai envie de dire de résoudre un peu une injustice littéraire parce que c'est dommage qu'on n'en ait plus entendu parler à cause de cette histoire de Il est mort en 45. Voilà. Donc, Les Maîtres des Arcanes de Charles Williams. Donc, un grand roman fantastique, un grand roman d'initié que vous allez retrouver donc chez Terre de Brume. Il sort là le 28 mars chez Terre de Brume. Le 29 mars, je serai en dédicace à la librairie et magasin de DVD Hors Circuit qui est dans le 11e à Paris. Donc, venez nombreux. Et j'espère que ce roman-là, qui est une addition absolument incontournable à toute bibliothèque d'ésotérisme ou toute bibliothèque de personnes qui aiment le tarot en général, j'espère que ce roman-là vous emportera autant qu'il m'a emporté parce que certes c'était un travail difficile, mais c'était aussi un grand bonheur de plonger dedans. Donc j'espère que vous en tirerez autant de plaisir que moi j'en ai eu. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo, donc peut-être je répondrai à ces questions-là dans une prochaine vidéo, ou peut-être que j'y répondrai sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram et compagnie. Enfin, d'ici là, amusez-vous bien et je vous souhaite des très bonnes lectures.